Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur The Tailgate. The Tailgate, bon, on va recommencer. Non, je rigole. On est sur The Tailgate ELF, des équipes de The Playoff avec. On est en retard, hein. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu galère de lancer. On est en retard parce que on a eu des petits soucis techniques, on va dire ça, et on va mettre ça sur le dos de Flav, hein. Ah, puis Oui, qu'il est pas voilà, là. c'est clair. Voilà, il Ouais, prend voilà. tout, hein. Clairement, merci de nous suivre encore une fois pour ce live pour parler de la défaite des Mousquetaires de Paris face à Stuttgart. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai Stéphane de l'After Foot US. Comment vas-tu, Steph? Ça va très bien. Salut tout le monde. Et toi, mon Wake? Salut Flo. Salut Jus. Ça va très bien. Comme il l'a dit, on est accompagné aussi de Flo qui a la page French Touchdown sur Instagram et aussi sur TikTok. Comment tu vas, Flo? Très très bien, et vous les gars, comment ça va? La Ça forme. va, ça va. On se maintient, on se maintient. On essaie de faire un live un peu galère. Et bien évidemment, le meilleur d'entre nous, Julien, notre jus national de Spring Football News. Comment tu vas, Jus? Salut les gars, ouais, ça va bien. Eh ben écoute, ça va, ça va. J'étais très très énervé après le match d'hier. Ah, c'est Je étonnant ça. Tu n'es pas le sais seul. pas comment vous étiez, mais voilà, moi j'étais pas. Un mélange de frustration et d'énervement. C'est les deux venaient se rencontrer, quoi. C'est ça, c'est ça. On salue les gens présents dans le chat et notamment Thibaut qui nous écoute. C'est lui qui nous écoute de Montréal, non? Mm. Oui, Thibaut, Enfin, oui. ou Oui, au oui. Canada. Oui, Je sais pas s'il est à Montréal, mais en tout cas, il nous écoute du Canada. Et Kevin, qui a la page Paris Mousquetaires, enfin ELF Mousquetaires sur Twitter, hein, la page fan, bien évidemment. Donc on salue Kevin, qui faisait le podcast avec nous l'an dernier, qui nous dit déjà, hein, on peut cacher le maillot des Vikings. Je rappelle que Kevin est fan des Packers, hein. Voilà. Mais je suis plus pas fan des Vikings, mais quand même, c'est un beau maillot, donc faut le garder. T'as bien Non, raison. j'avoue que le maillot est très beau. J'avoue que le maillot est très beau. Bon, alors, messieurs, ce match, défaite de Paris, 26-8. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Paris est deuxième de sa division Ouest derrière Stuttgart avec un bilan de 5 victoires pour 4 défaites. Si je dis ouais. pas de bêtises. Non, c'est ça. Donc, les playoffs, la course aux playoffs se complique. On va pas se mentir, mais ça, on va y revenir après. Déjà, euh, concrètement, Stéphane, on va commencer par toi. Quel a Ouais. été, juste sans rentrer dans l'analyse du match, quel a été ton ressenti après le match? Gros problème. Enfin, le ressenti, c'est que l'analyse qu'il a pu en faire à la fin, c'est que là où le Surge, lui, eux, ont progressé et ont travaillé, et par rapport au match aller, bah nous, on n'a pas progressé, qu'en fait. Hmm. Parce que autant le match aller, c'était 6-0. Alors, je dis pas qu'on n'a pas travaillé, hein, qu'on Hmm. dise pas ce Bien que j'ai sûr. pas dit, mais on n'a pas vu de différence. Et ce qu'on avait constaté sur le précédent live, sur les mots que pouvait rencontrer MAUX, hein, que pouvait rencontrer Paris, eh ben, ça s'est vérifié sur ce match-là. On a vu les mêmes problèmes. Et malheureusement, bah, ça s'est vu à la fin, quoi. On a couru après le score, quoi. Et on a Euh, joué à partir du milieu du troisième quart. ouais. Et c'était déjà beaucoup trop tard. Toi, C'est Flo, ça. t'en as pensé quoi du match? Ah, pareil, enfin, j'ai l'impression que il y a eu du bien sur les dernières semaines, et là, on a l'impression de revoir un peu ce qu'on voyait en début de saison, c'est-à-dire que l'attaque, elle est pas, elle pêche, et alors la défense tenait l'équipe, mais là, ça fait 2 matchs où on voit quand même on prend plus 20 points dans la besace. Mais ouais, j'ai l'impression que s'il n'y a pas les courses de Jalen, ouais, au lancer, c'est toujours un peu compliqué. Donc, franchement, ouais, je suis un peu d'accord avec Stéphane. J'ai l'impression qu'on voit une équipe qui, d'un côté, a solidifié, a progressé. Et puis nous, on a un petit peu, on revient un peu en arrière il y a 3, 4 semaines où on avait des doutes sur l'attaque. Est-ce que ça allait cliquer ou pas? Et toi, Julien, est-ce que tu trouves justement, comme l'a dit Stéphane et aussi Flo, que l'attaque au final, elle a régressé, quoi? Ouais, je dirais, juste pour sortir une phrase un peu sur l'ensemble du résultat, bah, bien sûr, c'est décevant cette défaite. On vient d'enchaîner 2 gros matchs. Et là, j'ai vraiment l'impression que l'équipe est dans la phase de la saison où elle souffre un peu. Tout le monde disait, ça va, on n'a pas de blessés. Le bye week en début de saison a fait du bien. Tu as trouvé ton rythme à un moment avec ton attaque.
Et là, ouais, comme disait Stéphane, tu retombes un peu dans des erreurs, je veux dire, un peu bêtes. Il y a des flags et tout. Bon, c'est un match aussi challenge et tout. On en reparlera, mais il y a quand même des trucs aussi encore avec les refs, encore une fois. Mais c'est quand même un peu tristouné en attaque, quoi. C'est le cas de le dire. Tristouné en attaque et c'était très très bien résumé, Flo. En fait, tu as l'impression d'avoir fait 2 pas en avant avec l'attaque et 5 pas en arrière. Tu vois. Et pendant un mois, on s'est dit, ah, enfin, on a trouvé une attaque, ça ressemble à quelque chose. Et puis là, ça fait 2 semaines où ça fait pchit. Et ça fait pchit, pas contre n'importe qui, ça fait pchit contre les Vikings, le grand favori pour le titre cette saison, et contre Stuttgart, qui fait aussi partie des favoris au titre, qu'on avait battu week 1, mais qu'on avait battu parce que début de saison aussi, parce que défense extraordinaire aussi à ce moment-là. Mais les tenir à 0 points, c'est juste pas possible. Tu peux pas marquer que 14 points en 2 matchs face à Stuttgart. Et en fait, là, ce qui est gênant là, sur ce match, c'est qu'encore une fois, on a des absences. C'est malheureux. Avec Gotekedam, il jouait pas. Et dès que Jean-Alphonse non plus en défense. Et donc là, on faisait un peu de la rotation, quoi. Et on a senti, là, quand on regarde le match-up Winmalu Pétion contre Louis Gaillard. Le pauvre. Le pauvre, de toute façon, c'est normal qu'il se passe outplay Louis Gaillard. Le mec, il est là depuis le début en ELF. Pétion, il a fait un peu les Prague Lions l'année dernière. C'est un joueur de D1 quand même, plus que d'être un joueur ELF quand même. Donc c'est normal que le meilleur receveur européen lui mette la misère. Après, il a fait des actions sympas. Il y a un moment sur un stop défensif, il met un sacré plaquage devant la end zone. Mais en fait, là, on était justement en souffrance. Là, franchement, c'est un match ou même chez les running backs. Là, j'aurais bien aimé voir un peu plus de rotation avec des ballons pour les running backs plus que pour Anderson, parce qu'en fait, si Anderson il se blesse là sur le match, c'est qui joue? Hugo, c'est le backup QB. Donc déjà, quand c'est le receveur, mais c'est le backup QB. Donc pourquoi autant spammer le QB Power? Parce que là, tu as Anderson qui est out. Je sais pas c'est qui vient après. C'est peut-être Rémi qui est QB3. Ça doit être Rémi QB3. Ouais. Et donc, tu te retrouves avec un QB3 contre le Surge. C'est un scénario, il faut quand même l'avoir de noter au cas où tu dis Anderson, il sort quelques snaps. Ou même, ça va quand tu vois, en ELF, on voit rarement des grosses blessures fin de saison chez les QB, mais ça peut arriver, quoi. Donc, je me dis, dans le match, il y a des trucs sympas quand même à la place, mais au jeu au sol, je trouve que c'est un match des running backs qui auraient dû être beaucoup plus utilisés, quoi. Ouais, ce qu'on manque, en fin de compte, ce qui est assez flagrant, quoi, c'est qu'on manque d'identité offensive, en fait. On peut pas dire, on comprend pas. J'ai du mal à comprendre, à me dire, il va se passer. Alors, les choses se passent toujours les mêmes. Anderson qui court sur les premiers jeux, sur chaque drive, quasiment 90% des cas. Et comme tu dis, t'as pas de backup et tu lui surutilises. Donc, tu surélèves le risque de blessure. Et tu sens que le fait de ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Manque de précision sur les passes. Et derrière, là où la défense, on peut la décharger un peu de ce qui se passe, même si on prend plus de points, c'est que les gars, il faut qu'ils rattrapent le coup à chaque fois, quoi. Et donc, ça devient compliqué pour eux d'assurer derrière. Pour que la défense, elle soit... pour que l'équipe survive à une attaque aussi peu prolifique, il faudrait que ce soit une défense historique façon Ravens des années 2000, de l'an 2000 ou les Seahawks de 2013. Ce serait ce genre de défense qui pourrait sauver une attaque aussi peu prolifique. Là où tu as raison, en plus, Stéphane, c'est que et j'ai aussi, on spamme les courses QB, mais derrière, le quarterback, il fatigue et il a moins de lucidité, il trouve moins ses cibles. Je suis pas en train de lui chercher des excuses, mais c'est aussi du coaching, ça. À mon avis, c'est du coaching. Et justement, Flo, j'ai envie de te poser la question. Selon toi, quelle est la cause de cette attaque aussi peu prolifique? Pourquoi on galère autant en attaque? Déjà, j'allais dire, on voit que je vois deux snaps, deux actions en tête où on voit les cornerbacks des Surges qui ont fait quand même très belle couverture. Je crois que c'est le numéro 24 et le numéro 26. Voilà, ils ont une bonne paire de cornerbacks, donc je pense que ça peut expliquer aussi sur ce match pourquoi on a vu, tu vois, sur la passe de Jalen, premier carton à un moment, voilà, cette passe-là, elle doit arriver à destination. Je sais plus c'est qui le receveur qui est à destination, mais voilà, ils sont à deux doigts à chaque fois, et t'avais le cornerback qui était là pour bien défendre. Pareil, tu le vois à la fin, c'est le numéro 24 qui a deux doigts d'intercepter le ballon. Donc je pense que ça a joué sur le match. Il y a clairement, on a vu que le duo de cornerback avait bien cadré les receveurs de Paris. Et après, ouais, je sais pas, pourtant, j'ai l'impression que la ligne aussi, sur ce match-là, elle était... je vois quelques actions où Jalen, il a le temps de lancer, il a 3-4 secondes, il pourrait sortir de sa poche, mais il se dit, je vais rester au centre, et il arrive pas.
Après, Flo, sur ces actions-là, ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est que parfois, Stuttgart ne rushait que 3 joueurs. Il ne rushait que 3 joueurs. Donc, si tu rushes que 3 joueurs, ça veut dire que tu as 8 joueurs en couverture. Donc, c'est beaucoup plus difficile de trouver des solutions, sachant qu'ils avaient un spy sur le QB. C'est-à-dire qu'ils avaient un joueur défensif. Serre-toi de Kandar, alors. Kandar qui sait que cette portée, c'est pas ouais, assez. j'allais dire, dans ce cas-là, il y avait toujours peut-être le choix de jouer avec ton running back rapidement ou de faire des pass screen. Mais ouais, j'ai l'impression que l'animation, c'est, comme tu dis, donc du coup, on sait que ça rush à 3 joueurs. Bah, du coup, ça veut dire que derrière, ça va couvrir beaucoup plus. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire des petits jeux que d'aller chercher le gros gain à chaque fois? Parce qu'on a aussi l'impression que c'est souvent disais la ça. semaine dernière. Ouais. Mais regarde ce qui est symptomatique, Flo. En plus, tu sais, milieu du troisième quart, qu'est-ce qu'il a fait, Anderson? Eh ben, il jouait sur tracé court sur Anthony Mangou. Et quand est-ce qu'on a commencé à driver? À partir de là. Exactement. Et même sur du quick game, sur du passing game, sur du short passing game, on l'avait dit, sers-toi de ça. Il lançait en bout de 2 secondes. Anthony, il fait un gros match, il faut dire ce qu'il est. Exactement. Il fait son match. Et derrière, on drivait. Il y a première. Voilà. Exactement. Et même, c'est un peu symptomatique, je finirai là-dessus, mais quand on voit. Alors, ok, ça nous sourit, on va au touchdown derrière, mais 4e et 1, et encore une fois, au lieu de se dire on sécurise, on avance, Jalen, il va chercher une passe de 60 yards. Je le rappelle l'action. Ouais, et moi, je me suis dit, heureusement qu'elle passe, parce que sinon, tu n'as plus aucune chance de gagner le match. Et c'est un peu symptomatique, du coup, de ce qu'on dit, c'est que on a du mal à se renouveler, je trouve, dans le jeu, et on cherche toujours le gros gain. Donc, du coup, ça pose la question, Jules, et toi, t'en parlais déjà, on en parlait en privé, je sais plus, Jules, j'ai pas envie non plus de dévoiler nos secrets. Mais, notre discussion. Mais on en revient au coaching staff et surtout au coordinateur offensif, Luc Del Rio. On l'a dit la semaine dernière, c'est en live. Grisdam nous dit qu'il est sans inspiration. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Il y a des séquences où dans des matchs, tu le ressens. Mais j'ai envie de dire, la semaine dernière, on a évoqué les problèmes des tackles. Donc on dit, oui, on s'est fait bouffer par les edges des Vikings. Là, il y avait quelques soucis et tout, et tu les colles au score, mais bon, tu perds parce que n'empêche, ta O-line était moins bonne. Là, dans ce match-là, il y a quand même la O-line, elle est en pression tout le temps. C'est sur beaucoup de snaps, comme disait Flo. J'ai trouvé qu'il y a eu plus de jeux courts que dans d'autres matchs, et c'était intéressant par moment, mais en fait, on pouvait rien construire parce que la O-line n'était pas constante. Il y avait un manque de régularité. Il y a des moments, ça jouait long, et des moments, ça jouait court. Globalement, il y avait pas d'exécution qui passait. Il y a 3-4 plays, il y a des screens qui peuvent être faits sur Mitchell, elle passe pas parce que Anderson, il est déjà sous pression, il faut qu'il joue vite. Et il y a des plays, en fait, il a le ballon trop longtemps et il lance pas parce que c'est bien couvert. Franchement, on était en difficulté. La phrase simple, c'est qui c'est qui a gagné? La meilleure équipe de football. Parce que nous, franchement, la pression de fou sur la line. Et comme tu dis, il y a cette séquence là, on a 9 minutes dans le deuxième quart-temps. Il y a un 3e et un 4e et un. Et c'est de la passe. Il y a la première, c'est en 3e, c'est une passe pour Anthony Mangou. C'est un des premiers moments du match où justement il va se faire tirer 2-3 fois le jersey et il n'y a pas de holding sifflé alors que c'est répété 2-3 fois et limite là c'est questionnable. Et derrière 4e et 1, pareil sous pression, elle passe pas. Après à la fin de match, Anthony ils sont TD sur une 4e. Pareil, mais dans le match, en refaisant la highlight tout à l'heure, j'ai quand même regardé le spot du ballon avec les chaînes, et il y a 2-3 fois Paris, on se fait manger. Franchement, en totalisant, on se fait bouffer 5 yards sur des conversions qui auraient dû passer. Il y a les refs, ils auraient dû limite amener les chaînes sur le terrain parce qu'il y a 2-3 downs, que ce soit sur des passes pour Anthony, je crois une Mitchell et puis une course d'Anderson. Franchement, il y a first down. Je les ai zoomés et tout dans le logiciel, il y a first down et c'est pas review. Donc je trouvais que sur d'autres matchs, on faisait le holding. Là, moi, j'aurais dit les chaînes, le spotage du ballon. Je trouvais ça un peu bizarre justement dans la répétition que ça apparaisse autant de fois que en plus on jouait vraiment pour le coup des gains courts qui jouaient 10 yards. Je préférais moi par rapport à la semaine dernière où je disais on vise du 15, du 20 yards et tout. Là il y a quand même du 8-10 yards, tu joues la sideline et tout. Et il y avait de quoi aller mesurer et on voit pas les chaînes sortir sur plusieurs jeux où il y a à sortir les chaînes. J'ai trouvé ça un peu suspect. Bon, bref, on va pas éterniser. Mais on était en difficulté, franchement, sur la line. Kandar, il fait que, je veux dire, 7 portées 21 yards, en moyenne de 3 yards.
Anderson, il fait 12 courses, 58 yards. Enfin, c'est un match où, franchement, on est censé quand même bombarder avec Kandar. Donc, c'est quand même bizarre. Beaucoup de gens, depuis hier, mettent en se pose la question, encore une fois, de Luc Del Rio. On a ici Nico Calib qui nous dit quel est le track record de Luc Del Rio avant son arrivée à Paris. Luc Del Rio, il a été en staff NFL avec son père quand il était coordonnateur défensif des Washington Commanders. C'est un ancien joueur, c'est un ancien quarterback universitaire chez les Gators. Entre autres, il a fait plusieurs facs, mais celle dont je me souviens de tête comme ça, c'est les. Il est passé, je crois, à Alabama aussi. Je crois qu'il était passé à Alabama aussi. Il n'était pas titulaire, hein, faut pas. Non, c'était pas. Mais c'était un backup là-bas dans ces facs-là. Donc, c'est quelqu'un qui a été élevé dans la culture NFL de par son père. Donc, c'est quelqu'un qui a un QI foot plus élevé que la moyenne en ELF normalement. Là, la question n'est pas là. Après, c'est son premier poste de cordeau offensif. Est-ce qu'il sait manager, entre guillemets, une attaque? Entre guillemets, il apprend aussi. Sauf que nous, côté parisien, on a une équipe qui est, entre guillemets, prête à gagner offensivement quand on prend les talents qu'on a. Mais on peut pas se permettre d'être encore une fois dans une phase d'apprentissage. Et là, j'ai l'impression qu'on est encore dans une phase d'apprentissage, de rodage, sauf qu'on est week 10 bientôt. On est week 10 même. C'est la week 10, ouais. C'est un match pour la dernière bye week. Donc, on peut pas se permettre, week 10, d'être encore en phase de rodage. Et vous l'avez dit, le jeu, il est stéréotypé. C'est course en premier down, c'est passe en deuxième down. Et boum, on se retrouve en troisième down, en troisième et longue. Donc, on essaye de lancer une bombe. Et on se retrouve en quatrième et longue. Donc, sur un malentendu, 2 faux témoins, parfois, on la transforme. Donc, mais c'est pas quelque chose qui est sustainable, comme on dit en anglais. Je sais plus comment. Ça fait depuis hier que je cherche la traduction en français. C'est pas tenable, quoi, de chercher encore en week 10, quoi. Non seulement c'est pas tenable de se chercher en week 10, mais c'est pas non plus tenable, si tu veux, de marquer, comme je disais, autant la semaine dernière, tu vois, on marque 33 points. Mais on a l'impression que la semaine dernière, on marque 33 points et que l'attaque, elle a été bonne. Non, l'attaque, elle n'a pas été bonne. Oui, parce que de toute façon, on a soulevé les erreurs. C'est quand même un match miraculeux la semaine dernière contre les Vikings. Et voilà, et je parlais à quelqu'un, je dirais pas son nom, qui me disait, oui, mais sur Elmery, on a été chercher le touchdown. Ouais, mais tu marques. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est le coach des Vikings, il a dû dire au gars, mais fallait la bâcher la balle et pas la taper pour qu'elle retombe en end zone. Quoi. Exactement. Et au-delà de tout ça, t'as des petits signaux qui sont. Vas-y, ouais. Mais on marque sur 4e et 9. On marque sur 4e et 2. Donc, à chaque fois, on a l'impression que cette attaque, elle a besoin d'avoir 4 downs pour avoir un first down. C'est pas possible. Tu vas forcément commettre des erreurs. C'est clair. Mais tu sais, il y a des choses qui sont symptomatiques aussi. Il y a des petits signaux comme ça. Quand tu prends deux délais de jeu, 2 flags pour délai de jeu. Il y en a 3 des délais de jeu, je crois. Ouais. Et 2 dans le même drive, je crois, ou dans le. C'est pas normal, en fait. Quand tu regardes le taux de conversion des 3e tentatives, 3 sur 11. Ou 3 sur 13, même si je dis pas de conneries. Je vais vérifier. Ouais, c'est 3 sur 13. C'est pas normal. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais, ça manque de sérénité. Et je rebondis sur certains messages qu'on voit dans le chat. On se demande s'il n'y a pas, on peut se demander, on sait rien, s'il n'y a pas un dysfonctionnement. Est-ce que les joueurs, je veux dire, adhèrent au système offensif ou au discours du coach? Tu peux te poser la question à un moment donné. Tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème, quoi? C'est ça. Est-ce que aussi, alors bon, je vais couper court, hein, comme l'a dit Nico Calibre, Luc Del Rio, il va pas bouger. En plus, surtout la fin de saison comme ça, il bougera pas. On sait tous que c'est super dur de bouger les coachs en élève. Ouais, déjà, et en plus c'est le fils du head coach, donc je vois pas quel est l'intérêt de perdre son fils lors de son premier poste. Je pense qu'il lui laissera encore 1 an, donc il sera peut-être encore là l'an prochain. Et si l'an prochain ça marche pas, là par contre on va se poser des questions. Mais là concrètement, on est en train de gâcher une année. Et moi ma question, parce que quand on regarde tout ça, on se dit ouais, mais on a une super défense. Ouais, notre attaque ça va le faire, ça l'a fait pendant 1 mois. Mais au final, est-ce qu'on s'est juste pas vu trop beau, Flo? Est-ce qu'on s'est pas vu trop beau? Si, et franchement, tu vois, en y réfléchissant, j'ai un peu un parallèle qui me vient quand même où tu as un peu l'impression. Alors, moi, c'est un peu une question pas bête que je vais poser, mais je me dis,
Quand on voit Luc Del Rio, ancien coach surtout des quarterbacks, et qui prend ce poste de coach coordinateur offensif, donc on peut imaginer logiquement que par la suite, tu aies un jeu offensif qui est quand même beaucoup basé sur le quarterback, ce qu'on disait, course en premier down, et ensuite on enchaîne souvent avec des jeux à la passe, et on va chercher le miracle à la passe. On se dit pas, tiens, on va essayer comme dit Jules, de coffrer le ballon pour gagner un yard. Non, non, il faut qu'on aille chercher la passe. C'est un petit peu ce qu'on voit en set depuis quelques années chez les Chiefs avec Matt Nagy qui a pris le poste de coordinateur offensif, ancien coach quarterback, et on voit que c'est la même chose. T'as quand même un jeu qui est vachement basé sur la passe, sur la passe, sur la passe, et tu oublies ton jeu à la course, qui est quand même au foot une force, puisque quand tu avances pas la passe, tu passes à la course. Et surtout que le jeu de course permet de démoraliser une défense et de reposer la tienne, surtout. Reposer ta défense à toi. Ça permet de contrôler l'horloge, ce qu'on n'arrive pas à faire. Toi, Stéphane, est-ce qu'on s'est vu vraiment trop beau? Est-ce qu'on a... Je pense qu'on a été induit en erreur par les gros scores qu'on a pu faire contre des équipes qui étaient très faibles. Bah oui, de toute façon, les 2 matchs Centurion Mercenaries, t'apprends rien au final. Voilà, en fin de compte, tu te rends compte que tu te dis offensivement, on aurait pu espérer des choses vu le score. On dit, on a mis 60 points, 62 points, très bien. 2 fois 62, pardon. Et derrière, Vikings, tu sens que voilà, c'est des miracles, machin. Et là, tu retournes, tu dis, mais attends, en fin de compte, est-ce que ce qu'on a vu là contre les contre les Surge, c'est pas déjà ce qu'on voyait avant, même si on mettait 62 points? C'est le même système, hein. Il n'y a pas eu de changement offensif, hein. Ouais. Sauf qu'il y avait ce match contre les Galaxies, mais ouais, c'est... Et là, dans le jeu court, bah, franchement, encore une fois, on aurait impliqué plus les Titans. Il y a un moment, il y a un jeu, Mumbai fait 2 réceptions, et on a ça veut dire un plaquage pour perte, mais il faut 3 défenseurs pour faire tomber Kevin Mwamba. Donc, tu vois, justement, le nombre de mecs que ce gars occupe, et au pire, franchement, sur du short yardage, ça va être un colo, s'il peut prendre l'avantage et aller chercher le first zone, hein. Et j'ai noté, là, franchement, sur les 2 dernières semaines, pas mal de gens commencent à réclamer un retour dans le jeu de passe de Florian Larose. Et c'est vrai que là, franchement, Liam Ward, pareil, il y a un moment, il y a une passe un peu trop haute pour lui, il peut pas la catcher. Elle est un peu haute. Mais on sait que justement, quand on a des gars comme ça, comme Liam Ward, Florian Rose, Shea Couso, ils peuvent catcher. Là, sur un match comme ça, quand t'as Maungu qui fait son match, hein, il fait 7 réceptions, 103 yards, il fait un super match. Je rebondis là sur Kevin, qui paraît aussi, à un moment, il se prend un genre de stiff arm, mais c'est quasiment un face mask qui aurait dû être sifflé sur lui. Il fait un gros match, Anthony, il y a une bonne connexion maintenant. Mais en fait, là, faut envoyer aussi le ballon sur d'autres cibles. Et de toute façon, dans ce match-là, c'est Kandar qui est un ancien du Surge. Enfin, il sait ce qu'il y a en face, quoi. Et il y a une course, il fait un super jeu il fait un first down, et pareil, hein, sur ce truc-là, ils arrivent à gratter un yard. C'est-à-dire que toi, tout à l'heure, je disais que on se fait gratter des yards qui devaient être des first down, ça reste des 3e et 1, tu vois. Et sur le first down de Kandar, on se fait gratter un yard. Le spot, pareil, il est naze. Et non, pour moi, Kandar a manqué dans ce match. On sait qu'il est capable. Et là, c'était les conditions du fait qu'il y avait des absences et qu'on commence à sérieusement quand même répéter au final qu'il y a un manque d'inspiration en attaque. Je sais pas, jouer avec tes playmakers, ton running back 1, Kevin Mwamba, et puis de toute façon, là, j'ai l'impression aussi que t'es bloqué par l'absence de Hugo Tekedam. Non, mais moi, je veux bien Hugo Tekedam, c'est un excellent joueur, mais t'en as d'autres. Bah oui, parce que Rémi, il est utilisé à sa place, et Rémi, il fait des trucs bien, mais en fait, il est. C'est pas ce que Hugo fait, il est utilisé autrement, et on voit que c'est sûr, pas... mais en receveur du même profil qu'Hugo, c'est Anthony. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et encore une fois, tu as Liam Ward. Alors, il vient d'arriver, Liam Ward, mais c'est un excellent tight end, à la fois bloqueur, à la fois catcher. Et tu l'as vu, super bloqueur. Et d'ailleurs, c'est lui qui convertit qui réceptionne la conversion. Oui, avant 102 points, ouais. Voilà, Chopin, tu l'as bien joué. Donc, tu sais qu'il peut être un mismatch, mais il faut l'utiliser. Alors, j'en reviens à la question de Grislam qui nous dit un jeu de passe court ou moyen, ça fait que 2 ou 3 ans qu'on en cause. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis la création des Paris Musketeers, on parle d'avoir un jeu de passe court, et on n'en a jamais eu. Donc, en fait, c'est changement de coaching staff, changement de quarterback, mais c'est les mêmes Paris Musketeers. C'est le même aussi calendrier dur. Et avec une off-season où
Catastrophique. Ouais, là, Regarde, tu prends la off-season du Surge des Vikings, tout était bien. Eux, ils viennent pour jouer le titre parce qu'il y en a un qui a échoué en demi-finale et l'autre en finale. Enfin, l'objectif, il est clair. Mais l'objectif est clair pour nous aussi. Ah, mais justement, est-ce que vu que tu commences à souffrir, il te reste un match avant la bye week. Donc là, un calendrier, c'est quoi? Là, c'est Centurion, bye week, Mercenaries et Vikings. Ouais. Vikings, tu joueras Vikings roster B parce qu'ils auront le seed, ils feront double bye week avant les playoffs. Donc en gros, tu gagnes normalement tes 3 prochains matchs. Qu'est-ce que tu construis sur ça? Vu que ce que tu as fait sur les premiers Mercenaries Centurion, enfin, mettre 62-0 à des équipes en ELF, ça n'arrive à rien. Toi, Madrid vient de faire quoi? 60 et quelques aussi, là. Madrid, mettre des matchs à 60 points, ça leur rapporte rien. En plus que eux, ils n'ont pas de défense, tu vois. Donc, en fait... Non, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, et messieurs, vous allez me donner votre avis sur ça aussi, mais là, ce qui est pire en tout ça, c'est que tu restes sur deux matchs où tu te dis c'est les 2 matchs les plus importants du mois de juillet et de la fin de saison, clairement. Et t'es pas bon. Mais le pire, c'est que tu peux même pas te rattraper et te dire la semaine prochaine, ouais, j'ai essayé de faire mieux, parce que même si tu gagnes la semaine prochaine, et tu vas gagner la semaine prochaine et la semaine d'après, on s'en fiche royalement de gagner contre les Mercenaries, on s'en fiche de gagner contre Cologne. Ce ne sont pas des équipes au niveau. Donc on s'en fiche, ça c'est des équipes, franchement, on les joue pas, c'est pareil. On sera au même point dans 2 semaines, on va se poser les mêmes questions sur cette équipe. Est-ce que l'attaque, elle est au niveau? Est-ce que la défense, et là aussi, messieurs, est-ce que la défense n'a pas été surcotée? Je crois que c'est quand même... Je suis pas sûr. Non, je pense pas. Parce que tu joues quand même, comme tu l'as dit, là, je pense que tu joues 2 équipes qui sont top 4, voire top 3 de l'ELF, et que tu arrives quand même à les maintenir. Enfin, voilà, tu prends 26 points, c'est pas non plus... c'est pas dégueulasse avec Flo. Je suis pas déçu de la prestation défensive, on les tient bien. Ouais, mais c'est que tu peux pas gagner si tu te mets à vouloir mettre des points au milieu du 3e quart, quoi. C'est pas possible. Et encore qu'on s'estime heureux que justement la défense, c'est là qu'on peut dire que la défense elle a fait le match, c'est qu'on les oblige à faire 2 field goals. Ouais, il y a des défenses en 4e et en 4e. Ils mettent 4 field goals qui sont passés, qui est bloqué au début du match. Ouais. Donc imagine si tu transformes ça en TD, tu rajoutes encore 14 ou 21 points. Et là, c'est plus du 26-8, c'est du 47 à 8. Oui, c'est du 40 à 8. Ils auraient fait 48, ils n'auraient pas fait 26. Ouais. Donc pour vous, il n'y a aucun problème en défense là? Le problème, c'est que tu vois des problèmes en défense, effectivement. Will-Mael, le pauvre, et on l'a dit, il a mangé. Pourquoi? Ouais, non, mais je ne veux pas tomber sur Will-Mael, clairement. Non, mais il a mangé pourquoi? Parce qu'il avait en face le meilleur receveur européen. Parce que même Jamal Comliggins a eu un peu du mal sur certains jeux. Ouais, donc, et puis Will-Mael, c'est son premier match en tant que starter. Ah non, mais c'est clair, c'est pour ça que je dis c'est pas une faute défensive. Le problème, c'est que la défense, plus tu la laisses sur le terrain, plus elle se fatigue, plus il va y avoir des petites erreurs qui, elles, vont avoir des conséquences sur l'issue du match. Et voilà ce qui se passe. Le problème, c'est que si offensivement, tu ne drives pas, si tu ne permets pas à ta défense de justement avoir un field position avantageuse, tu vas avoir des problèmes. Et à force, les mecs, ils vont être rincés. Et on a vu que la D-line avait un peu plus de mal à un moment donné à mettre la pression sur la O-line du Surge. Et ce n'était pas ce qu'on voyait sur les précédents matchs. Mais les mecs, à un moment donné, s'ils sont tout le temps sur le terrain, on voit ce qui se passe là. Et c'est pas scandaleux de prendre 26 points. On l'a dit avec Flo, tu vois, comme dit Julie, c'est parce que tu prends 26 points contre le Surge, vu ce qu'ils proposaient, c'est bien. Et tu vois qu'Hennessy, eux, ils ont travaillé. Tu vois qu'Hennessy, par rapport au match aller, c'est complètement différent. On n'a pas du tout vu la même chose. Et nous, par contre, on a vu la même chose et on a vu qu'on n'a mis que 8 points. Ils ont fait mal à Paris sur les jeux renversés. Ils ont fait Philly Special, même. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas qu'on fait la Philly Special. Mais non, mais ils ont fait le triplé. Oui, le triplé avec le receveur Mike Harley qui lance pour l'USDR. Ouais, sur la relance. Tu vois, sur la triple, justement, tu as Jamal Comliggins qui est un peu le spy, il surveille l'américain Harley, et il suit sur la motion, mais en fait, c'est les backups qui restent comme Pétion pour Gaillard, tu vois. Enfin, donc, en fait, on jouait de la manne, donc forcément, Liggins était obligé de le suivre, Harley Jr. Et après, Pétion, et en plus, Will-Mael, il est super bien placé sur le coup. Sur le jeu, il est quand même bien placé. Mais là c'est le fait que de toute façon,
qui step up là sur le jeu, c'est la connexion Gaillard avec NSI, ça marche, quoi. Il lui envoie des missiles, il va aller les chercher, et voilà. Ouais, mais Gaillard, quand il est en forme, compliqué de S'il fait l'arrêter. son match où il te met 3 touchdowns, il est injouable, là, donc... Ouais, clairement. Donc, qu'est-ce qui nous faudrait là concrètement pour améliorer cette équipe? Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on soit aussi bon qu'on pensait l'être? Je sais pas, hein, là, en fait, le truc, c'est que j'imagine que dans les playoffs, à mon avis, on a des chances de rencontrer soit le Surge, soit les Ravens ou le Storm. J'ai pas revu correctement les sites, mais c'est un truc comme ça. En gros, tu sais que tu vas taper en wildcard une grosse team. Si t'y vas, hein. Si tu veux, Si t'y vas, logiquement, parce que tu n'y es pas en ce moment. tu t'y es pas, t'es in the hunt, mais t'es dans un scénario où quand même, logiquement, tu te diriges. Ça serait un peu bizarre qu'il rate la qualif, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, tiens, avant de continuer, je pense qu'il y a une erreur sur le site de l'ELF dans leur playoff picture, puisqu'ils ont mis le Rainfire avant nous, ce qui est mathématiquement impossible. Il y a un truc qui est bordélique. Déjà, bon, il y a le nouveau format cette année qu'il faut un peu appréhender. Mais le truc, c'est que le Storm, eux, n'ont un match en moins. Et il y a un truc avec ce fait-là. Oui, mais que le Storm soit... Mais j'ai pas tous les détails. Franchement, genre, je ne saurais pas dire 100%. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. c'est- Parce que, en fait, tu as le Storm qui a perdu aucun match, qui n'est pas first seed. Voilà, déjà, va expliquer ça à quelqu'un. Donc, c'est le fait qu'il y a ce match qui est reporté, mais qui ne sera jamais joué. Hein, donc, le Storm aura un match en moins dans les pattes. Et donc, ça reste quand même le flou à ce niveau-là, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, là, tu vois, au niveau des joueurs, pareil, en ce moment, on leur parlait de FA, de où est-ce qu'on joue l'année prochaine, mais il faut se concentrer sur la saison. Je pense pas que les joueurs ils soient sur ça. Ouais, enfin bon, ça doit trotter un petit peu. Non, mais je pense pas non plus, mais ça doit trotter, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on aimerait bien que Paris gagne un titre en ELF et pas, je sais pas, dans une EFA de 8 équipes, quoi. Enfin, Alors... aussi, quoi. Mais si tu veux, on est quand même dans une période où, bah ouais, en fait, là, faut s'améliorer. Sinon, ton match de wildcard, tu vas peut-être y aller, mais. Tu vas faire figuration, quoi. Où est-ce que tu auras vraiment c'est ça. progressé? Voilà, ça, tu feras figuration. Tu referas le match, une performance contre le Surge ou un match miracle contre les Vikings ou que tu gagneras pas. Donc, justement, on parle de playoffs, ça me fait penser à la rêve qu'est-ce qu'il faut pour gagner, que Grislam nous a mis dans le chat et que je vais vous lire. Hein. Playoffs. I just want to win a game. C'est Jim Mora, l'ancien coach des Colts, pour ceux qui ont la référence. Hein. Ça, c'est le début des années 2000. Hein. Les Colts d'Indianapolis qui étaient en difficulté à l'époque. Et on leur parlait de playoffs. Et lui, il dit, mais avec playoffs, quoi, nous, on veut juste gagner un match déjà. Et ben, on est un peu dans cet état d'esprit-là. On veut juste gagner un match contre une vraie équipe. Pas contre les mercenaries ou contre les Centurions. On veut gagner un match contre une vraie équipe. Le problème, c'est que d'ici la fin de la saison, tu vas pas en avoir l'occasion, quoi. Non, ben la dernière fois, c'est contre les Vikings. Et je ne suis pas dit que les Vikings ne reposent leurs titulaires. Hein. Ils auront peut-être envie de nous éliminer. Hein. C'est pas possible, oui, ça aussi, ouais. En fonction des trucs de fin de saison, si tu peux faire ça, tu le fais. Hein. Donc voilà, moi je veux bien qu'on parle des playoffs, mais pour l'instant, moi ce qui m'inquiète, c'est de gagner des matchs qui comptent. Encore une fois, des matchs contre des prétendants. Et là, on n'a pas cette saison encore gagné de matchs contre des prétendants parce que je ne compte pas le Fire comme un prétendant et je ne compte pas le Galaxy comme un prétendant. Donc pour l'instant, encore une fois, Paris c'est bling bling, Paris c'est beau, ça fait beau, le maillot il est beau, le maillot 14 juillet, excellent. C'est beau tout ça, hein, non mais c'est bien, on est dans le paraître là, mais dans le concret, pour l'instant, on est encore le petit, c'est dur de dire ça, mais on est encore le petit des Vikings, on est encore le petit du Surge. Ah bah là, les résultats, les matchs nous l'ont montré. Hein. Bah le problème, c'est que c'est Flo c'est toi qui disais ça, Flo, tout à l'heure, l'intersaison, on le paye là. Bah ouais, il n'a pas été. On paye, hein. Tu sais, quand tu es amené week 10 à te poser la question si offensivement tu n'es pas encore en train de construire, c'est un problème. Tu construis pas week 10, tu confirmes. Tu construis week 1, week 2, allez à la rigueur, voilà, parce que tu as préparé ton off-season. Et là, week 10, tu dois confirmer ce que tu as préparé. Donc là, si on se pose la question de on construit quoi offensivement, bah déjà, il y a un problème dans la question. La question ne doit pas exister à ce moment-là. Tout à fait.
C'est Jalen qui l'avait dit sur les antennes de The Playoff sur Tailgate. Il l'avait dit dès la 2e semaine. Il disait ouais, on est en construction, vous inquiétez pas, on travaille, il faudra trust the process. Ouais, mais on est, comme dit Stéphane, on est week 10 et on n'a pas plus de. En fait, certitude, c'est l'interface adversité de la saison. C'est intérêt. Donc les matchs face aux Centurions et face aux Mercenaries, tu peux pas trop construire là-dessus. Parce qu'on a vu du progrès, justement. Encore une fois, on a vu tout le mois de juin du progrès, d'énormes progrès. J'étais présent physiquement au match contre le Rheinfire à Düsseldorf. À Düsseldorf, même pas, c'était à Duisbourg. J'ai vu une équipe impressionnante, à la fois en attaque, à la fois en défense. Et là où je suis pas d'accord avec toi, Stéphane, on a une identité en attaque. Notre identité, c'est notre jeu de course. On est une équipe qui court. Le QB. Sauf que là, notre jeu de course, il fait pchit. Inexistant. Comme vous l'avez dit, 7 portées pour Nicolas Candard, c'est inacceptable. Donc, on a le jeu de course. Et là, après, à voir comment vont être utilisés les joueurs qui ont été signés dernièrement. Et je pense un joueur d'expérience comme Jason Bofunda, qui peut, voilà, qui a couru. Il est rentré en 4e quart. Donc, intéressant de voir s'il peut apporter au jeu de course avec Nicolas Candard, Sanka et Chris. Mais notre identité, c'est notre jeu de course. Et si on n'arrive pas à installer notre jeu de course, eh ben, notre attaque, elle avance pas. Contre le Rheinfire, pourquoi notre attaque, elle a fonctionné? Parce que notre jeu de course a fonctionné. C'est parce qu'on a réussi à courir le ballon avec Nicolas Candard qu'on a explosé le Rheinfire. C'est parce qu'on a réussi à courir contre Francfort qu'on a explosé Francfort. Donc, ouais, elle est là notre identité. C'est juste qu'on n'arrive pas à l'imposer à nos adversaires, à nos vrais adversaires, pas encore une fois les équipes inférieures. Alors, c'est en rebondissant sur ce que tu dis, Wake, c'est peut-être aussi le talon d'Achille des Musketeers. C'est-à-dire que, comme tu dis, la force des Musketeers en attaque, c'est le jeu à la course. Mais si tu tombes sur une équipe comme le Surge qui arrive à bien défendre la course, en fait, tu te retrouves avec. T'as plus rien parce que ton jeu à la passe, il est quand même en rouage et il est toujours en rouage et tu n'y arrives pas. Et donc, du coup, tu marques pas le point. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez, et je vais poser la question à chacun, qu'on va aller une réponse rapide, hein. Est-ce que vous pensez, et vous pouvez répondre dans le chat aussi, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à se qualifier pour les playoffs? Julien? Oui. Ok. Flo? Oui. Steph? Je dirais oui, mais j'ai pas tous les tenants, les aboutissants par rapport au mode de calcul. Enfin, comment, si tu gagnes les 3 derniers, tu passes sûr? Je pense, ouais. C'est ça, ok. Normalement, si tu es là, tu finis 8-4. Tu finis à 8-4, ouais. Non, c'est bon. Même en prenant les clans et les autres, le fait qu'il y ait le match au moins du Storm au niveau des seeds, tous les playoffs contenders vont passer ou avoir leur place. Ça serait mieux. Encore une fois, pour le. Je vais essayer de reconfirmer demain dans un tweet ou deux. Mais il faut impérativement gagner les 3. Ah oui. Et c'est ça, alors, tu disais tout à l'heure, est-ce que le Vikings dans un. Voilà, alors là, ça va jouer là-dessus. Où en fait, le Vikings se dit ah ouais, mais nous, pour notre run playoff, il faudrait éliminer Paris en dernière semaine de saison régulière. Ok. Je sais pas s'il peut encore se produire scénario, mais il faut toujours l'avoir dans la poche, quoi. Ça peut arriver, hein, évidemment. Après, est-ce qu'on considère que. Alors, par exemple, il y a les Panthers qui sont en 5-4, les Lions en 5-4. Bon, ça devrait pas trop être inquiétant. Mais en fait, les deux adversaires là, des Musketeers, c'est les Bravos et le Fire, en gros. Oui, sur cette saison, Bravo, oui, c'est ça, oui. Et je crois que Bravo, s'il leur reste à jouer les Ravens et le Galaxy, donc ça va être 2 gros matchs pour eux quand même, je pense. Oui, parce qu'ils vont faire des high scoring games et la défense ne tiendra pas, quoi. La défense ne tiendra pas. Contre les Ravens, je les vois perdre. Par contre, c'est vrai que contre les Galaxy, ça risque d'être un match à 70-70. Super le truc. Les cordeaux, tu peux les mettre en vacances. C'est bon, les gars, laissez, c'est pas la peine. Non, mais ouais, du coup, je sais pas. Ouais. Est-ce que même si on gagne pas juste les 2 derniers et que les Vikings pour l'interrogation, je sais pas. Ça sera le moment justement de peut-être sur le la semaine prochaine on joue Centurion, tu vois. Le premier match, on n'a pas eu grand-chose à débriefer. Vu que ça va être après la semaine 12 et bye week général, personne ne joue, de bien réexpliquer un peu les tenants aboutissants de la fin de saison. Ça sera plus clair parce que pareil, tu vois, c'est quand même une ligue où tu as 2 bye week et la deuxième, c'est en plus général et tu es dans un moment où il y a une équipe qui a joué un match en moins et qui est invaincu et qui est 3e seed. C'est quand même des explications à la Tormoil-Neu, hein.
Soyons honnêtes. Le LF ne fait rien pour simplifier. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ben, le LF, mais elle est experte dans ce domaine-là. La communication, c'est zéro. En pleine crise de FA, il y a zéro truc pour rassurer les fans. Donc, il n'y a pas de souci. Le LF va faire en sorte de rien t'expliquer en bye week, tu vois. Donc, c'était le coup de gueule de Julien. Il est monté direct. Prends ton pouls. Moi, je chauffe beaucoup à me taper tous les enquêtes UEFA et à voir que le LF n'est pas du tout inquiète de rassurer ses fans sur. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas communiqué dessus. En plus, tu as raison. C'est impressionnant. Ils communiquent dans des articles payants dans la presse allemande et c'est des médias comme nous qui devons relayer à notre échelle aux fans. C'est pas normal. Alors, ça me permet de transitionner sur quelque chose. Mais je veux quand même rester sur le match de Paris parce qu'il reste encore des trucs à dire. Juste avant, avec The Playoff, on est en train de travailler pour avoir un membre de l'EFA, pour essayer d'avoir une interview, un membre de l'EFA, pour nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qui se passe actuellement dans cette crise politique qui oppose l'EFA à l'ELF. Moi, je peux te faire un podcast entier là-dessus. Je connais, mais bon, c'est un autre pour une autre émission. Parce qu'il y a encore des trucs à dire sur le match. Oui, tout à fait. Justement, Julien, vas-y. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Pareil, tu vois, on disait tout à l'heure, la D-line, a fatigué. Oui, parce que la D-line passe pas mal de temps sur le terrain. Là, j'ai noté, il y a 10 drives de Paris et 9 du Surge. Mais ça fait quoi? Ça fait turnover and down, ça fait punt, turnover and down, punt. Un drive de 6 minutes à l'ouverture de la deuxième mi-temps qui se termine par un punt, justement parce que tu as un delay en 4e et 9. Et en fait, là, c'est au moment où ils voulaient la jouer, tu as un delay et ils vont punt. Punt bloqué sur le 7e drive. Le touchdown qui arrive en début de 4e quart-temps. Turnover and down, fin du match. Donc en fait, pareil, on l'a dit, 3 sur 13 en 3e tentative. Donc franchement, c'est le premier match où je me dis merde, la défense là, elle est fatiguée. Ça s'est vraiment ressenti visuellement. On va pas, on met quoi, 2 sacs quand même, 1 ou 2 sacs. Il y a un stop qui est intéressant justement devant la end zone qui finira en field goal. Heureusement, ça permet de pas aggraver le score, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se dit qu'au final, même avec un peu de fatigue, on peut tenir une attaque qui bombarde. Mais c'est vraiment le match où là, ça s'est ressenti. Donc, par chance, les 2 prochains, tu devrais un peu moins souffrir. Et au cas où, justement, le match contre les Vikings est un truc vraiment sérieux et ça passe ou ça casse pour les playoffs, tu te dis que ta D-line aura peut-être eu un peu de repos du fait que les 2 premiers matchs, plus la bye week, c'est pas trop la catastrophe, quoi. Donc, je mise sur le fait que, croisons les doigts, d'avoir une défense au top au cas où en semaine 14, quoi. Ouais, et moi, j'ai remarqué quelque chose. Après, vous me direz, c'est le ressenti que j'ai eu. Vous allez me donner votre avis. J'ai l'impression qu'on a manqué. Il n'y a pas eu de révolte dans cette équipe. Tu vois qu'offensivement, tu bouges pas en première mi-temps. Donc déjà, tu te dis comment c'est possible. Tu dois déjà arriver dans ce match te disant, c'est le match coup près. C'est le match, il y en a un qu'il faut gagner cette saison. Là, maintenant, c'est celui-là. Parce que c'est ton rival de division. Si tu gagnes, tu as la division. Littéralement. Il n'y a pas de sentiment d'urgence, il n'y a pas de révolte, on n'arrive pas avec la hargne, en tout cas ça ne se voit pas sur le terrain. Et quand on est mené en première mi-temps, en deuxième mi-temps on arrive, on n'a toujours pas la hargne, en tout cas ça ne se voit pas. On n'a pas l'impression que les mecs ils se disent, oh bon, il faut absolument aller chercher ce premier down, il faut absolument aller chercher ce touchdown sur ce drive. Non, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de révolte dans cette équipe. Est-ce que vous avez la même impression? T'as pas de révolte offensive. Parce que la révolte défensive, tu l'as. Défensivement, les mecs, ils font, comme on disait, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent avec l'étape physique qui diminue au fur et à mesure du match parce qu'on les surutilise. Mais offensivement, je te rejoins totalement, Wek. Je n'ai pas vu de. Enfin, je vois pas. Et là, c'est là qu'on peut se dire, mais aussi, la révolte, elle n'est pas liée uniquement aux joueurs. Elle est liée à ce que le staff transmet aux joueurs. C'est au staff de transmettre aux joueurs, de les mettre dans les conditions psychologiques, j'allais dire, mais limite, tu vois. On va dire, les mecs, il faut y aller, et on n'a pas, et on y va, et on n'a pas le choix, et on démarre à fond. Après, on voit ce qui se passe sur le terrain. Mais est-ce qu'on a besoin du coach pour se sentir tu dois, alors, tu peux en avoir besoin. Le coach va être un influenceur, mais il n'est pas un exécutant. Il influence les choses, après, le joueur va exécuter. Maintenant,
c'est effectivement, tu dois aussi personnellement en tant que joueur, toi-même, t'auto-discipliner, te dire, les gars, et puis il doit y avoir, est-ce qu'il y a un vrai, d'ailleurs, c'est une vraie question, et je vais rejoindre sur ce que tu dis, ouais, est-ce qu'il y a un vrai chef en attaque? Est-ce qu'il y a un vrai capitaine en attaque? Est-ce qu'il y a un vrai mec, comme tu peux avoir en défense, avec des gars comme Amir, comme Karamoko, qui sont là, qui doivent être, à mon avis, qui sont des gars qui ont de la tchatch, qui y vont. Est-ce qu'il y a ça en attaque? C'est peut-être ce qui manque à Un vrai Jalen. leader. On lui reprochait peut-être au début quand on l'a vu, qu'on s'est dit, il est gentil, tu vois, le côté un peu, il est gentil. Et c'est peut-être justement de lui que cette révolte, elle devrait peut-être venir. C'est possible, ouais. Ah non, mais t'as raison, Flo. Ah ouais, c'est. Mais moi, je le vois sur le terrain, tu le vois pas paniquer. Et par contre, il prend les choses en main parce que souvent, tu vas le voir, ils vont être en troisième et comme on dit tout à l'heure, troisième et 5. Bon, bah, on sait pas trop quoi faire. Hop, Jalen, il prend la balle et il va courir. Mais ça manque de saignant ou dans les paroles. On voit pas, après, on n'a peut-être pas les plans de caméra qu'il faut, mais on voit pas Jalen qui essaie de remotiver ses troupes et voilà, qui prend un peu aussi son rôle de capitaine d'équipe, de capitaine de l'attaque, quoi. C'est la question que je pose, est-ce que c'est peut-être aussi pas de lui que ce truc viendrait? Tu as bien fait de dire qu'on n'a pas les plans qu'il faut, parce que sur le pun bloqué, par exemple, le caméraman, il est plus occupé à filmer le panneau de 4e down que le pun qui va avoir lieu. Et le truc finit en pun bloqué. Donc oui, on rate certainement beaucoup de plans intéressants. Pour avoir justement analysé ce point de vue-là, un peu à chercher qui est le leader dans l'équipe, pour avoir été au match la semaine dernière à Bondoufle, tu vois, sur les deux derniers matchs où justement ton receveur numéro 1, c'est Anthony, step up, Hugo Tekedam n'est pas là. Anthony, je l'ai vu beaucoup en sideline motiver les troupes. Pour moi, il y a quand même justement, tu t'appuies sur tes vétérans, ça va être Anthony Mongou, ça va être Mamadou Sy en défense, ça va être Kevin Momba cette année, qui est quand même aussi dans une saison justement où tu sais, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps en ELF, qui est un vétéran du football en France. Ça va être ces gars-là, mais c'est vrai que est-ce qu'il manque un peu de hargne? Peut-être, mais après, c'est leur truc, c'est peut-être leur façon de faire. Tu vois, moi ce que j'aimerais et ce qui me dérangerait pas, et Zach le faisait des fois, c'est montrer une frustration. Oui. Tu sais, quand ton QB montre une frustration, quand tu es all-line, je te jure, parce que moi, ayant joué all-line aussi, tu te dis, putain, merde, ouais, non, j'ai pas assuré. Là, je te jure, tu vois, ça te booste. Et Zach le faisait, ça, de temps en temps, tu le voyais qui montrait un peu de hargne, il n'était pas content. Et ben, je comprendrais. Et c'est pas, je comprendrais que de temps en temps, Jalen, sans jeter la pierre au line, mais quand il y a une erreur, boum, un sentiment de frustration. Putain, là, tu te dis, les gars, on y retourne. Tu vois ce que c'est là un peu. Ouais, après, moi, il y a des leaders dans cette équipe. Moi, que ce soit en défense, on les connaît, les leaders, hein, de toute façon. Bah oui. Voilà. On les connaît clairement, Digan, l'animal, tout ça, ce sont des leaders. En attaque, il y a Kevin Mwamba, il y a Anthony Mangou, tout ça, ce sont des leaders aussi. Tu vois, donc je suis pas sûr qu'il n'y ait pas de leaders. Il y a les leaders, ils sont là les leaders. Mais on ne voit pas sur le terrain. Mais ouais, moi j'ai besoin de comprendre pourquoi cette équipe, en Je suis deuxième d'accord, mi-temps, hier, ne s'est pas révoltée, n'a pas voulu casser des bouches. Concrètement, moi c'est de ça que je te parle, hein. De dire, c'est cool, mais maintenant je vais catcher le ballon et je vais rentrer dans le joueur qui est en face. Peu importe. Je vais pas essayer de l'éviter, je vais essayer de le traverser. Dire, essayer de faire un statement au bout d'un moment, de dire, on est en train de se faire marcher dessus, mais on va pas accepter ça. Mais tu sais ce que fait Anthony à partir du troisième quart, quand tu joues sur Anthony sur les 2-3 catchs, quand il va gagner 4-5 yards après réception, bah moi, utilise-le, mais surutilise-le si ça ne m'aurait pas. Et là, les gars vont le voir faire, mais putain, vas-y, on le suit. On le suit, c'est tout, on y va, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Et puis le côté, ça manquait un peu de frustration sur le match, mais en plus, quand on dit là, quand la O-line est vraiment là, dans une période de souffrance, encore plus que je trouve contre les Vikings, et qu'il y a ces deal of game qui te forcent justement un peu à punter, alors que depuis 2 matchs, et n'empêche sur les matchs où justement tu joues des vrais adversaires, autres que Mercenaries et Centurion, tu as quand même l'habitude d'aller chercher des 4e en mode Detroit Lions, et on y va, on fonce dans le tas. Et ça passe, mais tant mieux, hein, si ça passe, jouons comme ça. Mais c'est là, ouais, justement, tu commences à sortir, il te manque ton short passing game, tu fais pas de rotation. Concrètement, encore une fois, la différence avec les Lions, c'est que leur attaque, elle avance, elle n'a pas besoin d'être en 4e tentative pour avancer. Non, mais non. Littéralement, on a littéralement besoin de 4 tentatives. On manque des downs.
encore une fois, sur ce match-là, tu vois, je le note sur le premier drive offensif. On fait le premier jeu, first and 10, QB run, il n'y a rien. Au pire, c'est des gains de 3 quarts yards et derrière, on va pas chercher first down. Il y a un moment, il y a first down. On fait quoi en première à 10? QB run. Putain, on peut arrêter les QB. Tu vois, encore plus dans ce match avec le contexte où tu n'as pas de QB2 au cas où il y a besoin d'un QB2, où justement tu sors d'un match où les tackles ils ont souffert et les Surge ils vont se dire mais on va envoyer un pass rush les gars. Et tu forces Jalen à faire soit des jeux trop longs où il faut qu'il garde le ballon et c'est très bien cover sur les man, ou en fait tu lui dis va falloir courir. Et là, c'est là où tu prends le risque. Et en fait, tout à l'heure dans le chat, je voyais que ça parlait de Chris Bumbo. Les gars, en gros, Chris Bumbo, il n'est pas là. Là, c'est la running back room, c'est Kanda, c'est Jean-Charles Mokouri, c'est Jason Bofunda, et j'ai plus le nom, mais il y a un autre gars aussi de qu'on a recruté. Mais bref, sur un match comme ça, enfin, tu vois, Bofunda, en plus, qu'elle a joué à Paris, là, sur un match comme ça, pourquoi on fait pas tourner Kanda, Mokouri, Bofunda? Mokouri qui fait des trucs super. Mais regarde, comme on le faisait l'année dernière, quand on avait Sanka, quand on avait, comment dire, je vais y arriver, Chris, et quand on avait encore, j'ai bouffé son prénom. Jason Aguemon. Jason. Et les trois tournées. Pourquoi sur ce match-là Mais après, Chris, alors j'ai pas vérifié s'il était en prison hier, mais il était présent contre Vienne. Hein. Il était là, Chris. Hein. Donc, il est là. Hein. On va pas sur le terrain. Non, bah, ça c'est autre, ça c'est un autre débat. Mais bon, pour l'instant, parce que je le vois, il est revenu déjà dans ce chat ce matin, et là, donc pour l'instant, c'est pas ne comptez pas sur lui, mais en gros, ne comptez pas sur lui. Il est pas en train de jouer, si vous voulez. Mais non, de toute façon, le plus gros dans la construction, c'est qu'il y a des matchs où on pouvait aligner Maungu, Mitchell, Tekedem. Par exemple, Tekedem n'est pas là. Il y a Berthelin qui le remplace. On donne quelques ballons à Kevin Mwamba. Et c'est ça. Là, je vais me répéter, mais c'est un match où Kevin Mwamba aurait pu largement nous aider. Comme je dis, c'est un gros physique et dur à faire tomber. Et on l'a vu sur le jeu où ils sont à 3 pour le faire tomber. Sinon, il y a force zone. Et la rotation dans la running back room, quoi. C'est dommage. Mais et tu fais bien de le dire, tous ces QB run en premier down. Mais du coup, au-delà du fait que ça fatigue le quarterback, première chose, et que ça lui enlève des kilomètres au compteur, enfin que je lui ajoute plutôt des kilomètres au compteur, le mec, il est jamais en rythme en fait. Il est jamais en rythme dans le passing game parce qu'un quarterback, ça a besoin de trouver du rythme. Et tu lui dis pas, hein, bon allez, tiens, prends un hit ici. Allez, tu prends 5 yards, c'est pas grave, 3 yards, c'est pas grave. Maintenant, tu complètes des passes. Un QB, ça a besoin de compléter des passes tôt dans le match. Si tu arrives et la première passe qu'il doit compléter, c'est une 3e et 9, tu le mets en difficulté. C'est beaucoup ça. Une 4e et 5, et tu lui dis, voilà. Work the magic. Allez, vas-y. J'ai pas l'impression qu'on construit des drives où on va donner de la reps à la passe au QB pour qu'ils soient en confiance. Et j'ai envie de dire même plus parce que j'ai envie de dire dans un état d'esprit comme ça, je ferais plus confiance au QB parce qu'on a quand même un bon QB. Hein, le débat du QB, on est la semaine dernière, machin, il n'y a pas de souci. C'est donner des live reps, des catchs. Parce que c'est pas justement en semaine 14 contre le Vikings que tu veux que chez Ikuso il fasse des catchs. Tu veux que chez Ikuso fasse des catchs avant, tu vois, par exemple. Et surtout, si tu sais. Il y a moins, tu vois, justement, qui a eu des catchs et qu'on a besoin d'un peu plus, tu vois. Si tu identifies, je doute pas que les coachs l'ont identifié. J'arrive même pas au doigt de pied, moi. Si tu identifies ce problème sur la O-line, dans ces cas-là, adapte ton jeu par rapport à ça. Demande à ta O-line de tenir 2-3 secondes et ils savent le faire, ils peuvent le faire, les mecs. Mais si tu leur demandes à chaque fois d'être capable de tenir une protection sur 5-6 secondes, mais ils rêvent pas, hein, ils le feront pas. C'est impossible. Quand tu vois qu'Argurup, il a vachement de mal parce que dès que ça commence à aller sur son extérieur, demande à lancer vite et puis crois-moi que le edge, il n'arrivera jamais à la hauteur de Jalen Anderson. Ça, c'est pas un souci. Argurup, il était fatigué. Hein. Il y a des plans, tu le vois, il sort et. Argurup, il était cramé à la fin. Il pouvait plus. Ah oui, il était cramé. Parce qu'à chaque fois, c'était comme tu disais, c'est Flo qui disait ça tout à l'heure, tu disais pression à 3. Mais ouais, c'était toujours extérieur. Hein. Tu avais les deux edge, hein, ça y allait. Hein. Deux edge et plein centre. Voilà, c'était y aller. Ça lançait pas vite, ça cherchait le gros jeu. Voilà. Et derrière, la Taola, à un moment donné, elle craque. Ouais. Je suis assez d'accord. Là, on les met pas dans les positions pour réussir, là, concrètement. Et ça, malheureusement, ça, c'est du coaching. Moi, je veux bien que... Alors, il y a une partie coaching,
et une partie exécution aussi, malgré tout. Hein, parce qu'on ne peut pas tout remettre sur le dos des coachs, parce que quand même, les joueurs sont sur le terrain pour exécuter ce que Totalement. les coachs. Mais on peut expliquer le pourquoi du comment, quoi. Tu vois, c'est des explications. Tout à fait. Mais il n'est pas interdit aux joueurs de faire des jeux en attaque. Tu vois, même si le jeu est pas le meilleur lancé, ils sont pas interdits de faire des jeux. En plus, quand on a les joueurs talentueux qu'on a en attaque, on n'en attend pas moins, justement. Tu vois, qui sauvent, entre guillemets, d'excellents joueurs sauvent un mauvais coaching. Tu vois. Ouais, mais tu peux pas toujours te baser sur des miracles. Tu vois, on l'a dit la semaine dernière avec Jus. On l'a dit, regarde, les All-Merit. Si tu bases ton système offensif sur des 4e tentatives, sur des 3e et longues, sur des miracles, ça ne marche pas sur la saison. Les mecs, ils vont faire quoi? Ils vont s'adapter. Hein. Ils vont pas chercher à comprendre. Hein. Comme tu dis, ils vont rusher à 3. Ils vont faire double couverture. Et vas-y, au revoir, merci. Allez. Vas-y, lance. Ils vont rusher à 3. Tu as un running back. Tu as un tight end, 2 receveurs. Je sais plus. Je sais pas si je dis des bêtises, mais en gros, tu as beaucoup plus de défenseurs à la couverture que de joueurs en tracé. Donc, c'est beaucoup plus simple de défendre comme ça. Dans ces cas-là, joue du short passing game et tu vas voir que ça va changer. Ils vont changer leur surtout, c'est de la couverture en zone. Donc, short passing game, c'est le meilleur moyen de la surprendre. L'interzone, tu verras que l'interzone va être libre. Et quand ça a marché au milieu de 3e quart, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'était du quick out, c'était du slant, c'était du in. Et tu verras. Et Anthony s'est régalé à ce moment-là. C'est ça. Bon, messieurs, des choses à ajouter sur ce match? Bon, je pense qu'on en a dit pas mal. On a dit pas mal. Je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. Je pense que c'est un des matchs qu'on a le plus décuté parce qu'il y avait beaucoup à dire. Le mot, c'est frustration, mais moi, il y a aussi le mot là, tu commences à souffrir, là, tu es dans l'adversité. Là, c'est peut-être le moment le plus dur de ta saison, justement, où faut pas tout remettre. Mais c'est le temps un peu de panic mode et faut quand même se dire que le dernier match de la saison régulière, c'est tout ou rien. Et voilà. Je tiens à préciser, Nico Calibre, tu es un coquin. Hein, j'ai rigolé, j'avoue que je l'ai vu. Tu es un coquin. Invitez Franzi et Marcangelo pour la prochaine fois pour leur demander ce qu'ils en pensent de tout ça. Bien évidemment, on le fera pas. On n'est pas dans ce genre de polémique, bien évidemment. Mais je suis sûr que s'ils regardent, je suis sûr qu'ils sont pas contents de ce qu'ils voient. Mais comme tous les supporters de cette équipe parisienne, pour faire un petit point sur la ligue, on a eu des scores intéressant et notamment les Ravens de Munich qui s'en sortent de façon pas miraculeuse mais presque face aux Raiders du Tyrol sur un fake punt à 2 minutes de la fin quoi. En 4e et 9 un fake punt avec 2 minutes 45 de la fin. C'est une équipe justement là qui a une constance offensive même s'ils sont menés au score, la vache, c'est la dernière minute du match que ça joue. Justement, on peut parler de leadership. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Il y a un coaching staff qui est là chez eux. Et il y a beaucoup de gens sur Kendall Ellison. C'est un staff qui est très filmé, tu vois. Et ça s'énerve s'il faut. Il y a pas de souci. Et là, t'as le QB rookie qui est un peu suicidaire, qui met de sa pomme. J'adore ce mec. Ah ouais, je l'adore ce mec. Et je pense qu'ils ont franchement, un kamikaze, un Tabor. Il a signé 3 ans, mais il a de quoi devenir, de rentrer des stats à la Zach Edwards, de lancer 10 milliards en ELF, faire des playoffs et tout. Enfin, il a un potentiel fou pour l'Europe. T'as vu leur stat 231 yards à la course. Ouais. Donc ils ont pas et avec Rodney qui fait je crois 20 portées si je dis pas de bêtises. Ouais, il doit faire ça 20 portées Rodney et il doit faire 131 yards et 20 portées, 2 TD. Ouais. Ah, c'est 7 yards de moyenne à la course. Voilà, avec Paris, cette équipe de Munich, c'est mon équipe préférée. Si je dois choisir une équipe préférée hormis Paris, c'est les Ravens de Munich. Parce que regardez des matchs des Ravens si vous pouvez. Des fois, c'est le match gratuit du dimanche, des fois. Donc, Puis Tabor, c'est les mecs suicidaires comme ça. J'adore. Mais regarde, il force pas. Regarde, même s'il court beaucoup, il tente que 12 passes dans le match. Il est à 5 sur 12. Mais par contre, Russell Tabor, à chaque match, il va t'en lancer 1 ou 2 interceptions. Mais ça, c'est, si tu veux, c'est pas quelque chose qui me poserait un problème. Vas-y, Flo. Ouais, il tente. Ouais, voilà. Il a un jeu à risque.
C'est pas grave, si tu gagnes tes matchs, tu sais que tu as un QB qui de temps en temps va Rappelle-toi, Zach, c'était ça aussi des fois. Hein. Il t'en lançait des fois où c'était les fumbles. C'est ça, oui. Voilà. Bon, il y avait les hymnes de Zach Edwards, mais on se disait ça gênait pas. On allait aller. Non, parce qu'on le savait. C'est tout. C'est le jeu, c'est le risque. Tabor, c'est ça. Tu sais que Tabor, il va péter un câble à un moment donné. Il y avait des drives des fois après des interceptions d'Edwards, on refaisait des drives, mais qui étaient incroyables. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais. C'est cette équipe en tout cas, elle est à suivre. Est-ce qu'on donne quand même un MVP pour le match contre le Surge? Non, il n'y a pas d'MVP de match contre le Surge. Moi, j'en ai rien comme c'est Anthony, parce que c'est très je te rejoins, Jules, parce que j'allais le dire. Ouais, j'ai envie de dire, il faut quand même noter que un truc bien dans le match, et parce s'il fait passer 100 yards, Mitchell, il est cover. Anthony Mongou, point à la ligne. C'est vrai, Anthony Mongou. Anthony, ouais, parce que. Non, c'est vrai, tu m'as convaincu. Ouais, Anthony, mais j'y pensais, moi, s'il y avait un. 7 réceptions, 3 yards, un touchdown, il fait son match. Il y a un ou deux holdings en plus qui aurait pu être des pays. Et il râle pas parce qu'il est gentil, parce qu'il y en a une, franchement, où il se fait vraiment, comme tu dis, il se fait choper le maillot sur 2 yards. Et il dit rien. Anthony, MVP. Anthony pour nous tous. Il n'y a pas de souci. Bon, messieurs, si par miracle, je dis bien par miracle. Allez, est-ce qu'on en est à un miracle? Je ne sais pas, mais si d'aventure on va en playoff, qu'on tombe premier tour, je dis, allez, Nordic Storm, premier tour. Est-ce que vous pensez qu'on les tape? Il y a 35 points contre les Thunder cette semaine. Hein. Ouais, il faut justement regarder. Je vais regarder le match, je pense, demain. Moi, je l'ai regardé. Hein. J'ai ma réponse. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai déjà ma réponse. Moi, c'est non, parce que en fait, je sais que chez le Thunder, le QB, c'est Jacob Sullivan, que c'est un très gros pocket passer, qu'ils ont pareil des fois plusieurs receveurs à 100 yards dans un match, malgré qu'ils ont perdu beaucoup et que Berlin, c'est compliqué cette saison. Ils ont mis le plus de points cette saison au Storm. Et c'est un jeu de passe. Berlin. Toi, Stéphane? Je rejoins totalement ce que Jules vient de dire, c'est que si offensivement on n'a pas ce qu'il faut pour embêter le Storm, je doute pas de notre défense, hein, mais je pense que notre défense elle peut craquer. Déjà, si tu en prends 26 contre les Surge, tu peux en prendre combien contre le Storm? Et toi, Flo? Moi, je pense que le Storm est au-dessus aussi. Alors, j'ai pas le recul assez nécessaire pour avoir la même analyse, mais de ce que j'en ai vu cette saison, même si, comme je dis ce week-end, attention, ils ont pris 35 points, alors, c'est quand même une très bonne défense. C'est pas gênant. En fait, il y a 20-20, je crois, à la mi-temps. C'est ça, oui. Ils sont dominés en première mi-temps, je tiens à préciser. Ils sont dominés, ouais. J'ai regardé un peu le match. C'est Jadrian Clark, c'est un ancien MVP. Il y a 4 receveurs à plus de 100 yards. Bon, après, c'est la défense de Berlin. Il y a rien de prestigieux. Mais le fait est que Berlin, Jacob Sullivan, c'est un bon QB. Le pauvre, il n'est pas aidé cette année par les problèmes qu'il y a en interne à Berlin. J'aimerais qu'on laisse ce mec-là. Et le mec te balance un match à 35 points contre une équipe invaincue. Quoi. Ouais, bon, alors, moi, je vais vous donner mon ressenti. En vrai, je vous trouve super gentil, déjà d'une, avec Jacob Sullivan, que je trouve plutôt moyen. Je vous trouve aussi gentil avec le Storm. Défensivement, ils se font ouvrir. Alors, déjà d'une par Hambourg. Faut le faire. Contre Hambourg, c'était déjà. Il y avait de quoi s'inquiéter. Tu commences à dire, c'est bon, ils sont pas invincibles, faut arrêter. Quoi. C'est ça. L'attaque du Fire, qu'on a complètement éteinte, les a ouverts aussi. Et là, l'attaque de Berlin. Berlin qui n'a pas de sous cette année et qui a dit clairement, ils ont annoncé, hein, on n'a pas voulu payer de bons joueurs allemands parce qu'on n'a pas de sous. Sinon, on n'aurait pas pu finir la saison. Donc, on a payé les mecs qu'on a trouvés dans la rue à côté, on les a mis dans notre équipe. Donc, si cette équipe-là, formée comme ça, bon, j'exagère bien évidemment le trait, on n'est pas loin, domine le Storm en première mi-temps. Ouais. Je suis très inquiet pour les Nordic Storm si on les rencontre parce que Hambourg a couru sur le Nordic Storm. Ils ont couru. C'est pas à la passe qu'ils les ont ouverts. Ils ont ouvert à la course. Nous, c'est le seul truc qu'on fait bien en attaque. Ouais, c'est qui il a le running back. Donc, moi, je pense que, comme on dit en boxe, styles make fights. Le style de Paris peut éteindre déjà offensivement. Alors, c'est beau de marquer des TD contre les défenses contre lesquelles ils ont joué. Mais ils se font éteindre offensivement de temps en temps par des équipes qui sont mauvaises. Son problème, ça reste une franchise d'expansion. Donc, moi, à mon avis, et c'est là où le scénario, regarde, et pourquoi je vous dis tout ça. Donc, à mon avis, moi, si on les rencontre, on les bat en playoff. Si on y va en playoff, on rencontre le Storm, on les mange. On leur met pas 50 points, mais on les mange.
Et donc, du coup, imaginez qu'on gagne un match en playoff, du coup, et qu'on se retrouve en demi-finale et qu'on perd en demi-finale. Il y a des gens, et peut-être moi le premier, il y a des gens qui vont nous dire, mais au final, la saison de Paris, elle est pas mal. Hein. Comme quoi, des fois, les bilans sont trompeurs. Tu tapes le Star Mouille en playoff, les gens vont se dire, oh la vache, on vient de taper une équipe qui Exactement. fait une saison régulière propre et tout. Mais en fait, c'est quand même une équipe sur le papier genre All-Star ELF, entre le fait que. Et même JFL, parce que tu as des mecs, que ce soit en défense ou. Je parle justement de Brandon Beaulieu en attaque et puis de. Je sais plus c'est qui, je confonds avec un mec de Challenge, bref. Mais que c'est une bonne équipe, quoi. C'est la Rainfire Beast, en gros, pour la présenter simplement. Et qui pourrait être en fait largement prenable, quoi, en playoff, quand même. Un petit peu plus offensif que le Rainfire, non? Ouais, parce que Jadrian Clark, parce oui, qu'il match à 300, 400, 500 yards, c'est ça. 519 yards, il a fait là encore. Je pense pas qu'il nous met 500 yards. Et je pense pas qu'on prenait cher à la place contre Rainfire l'année dernière. Mais si on a tout le monde qui est là, qui répond présent, bonne santé et tout en playoff, je pense qu'on a nos chances, quoi. Mais il y a beaucoup de choses à ajuster en attaque avant. Alors, moi, ce qui est hallucinant dans ce format de championnat, hein, quand tu as une saison régulière et des playoffs, la saison régulière, oui, elle compte. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'aller en playoff. Tu vois. Une fois que tu es en playoff, tu es dans Une fois que tu es dans la danse, c'est les chaises musicales, c'est le dernier qui reste debout. Sur un match, je persiste à croire, après peut-être que je suis quelqu'un d'optimiste un peu trop, mais après ça c'est ma nature, je persiste à croire que sur un match, on peut taper n'importe quelle équipe. Sur un match, on peut taper n'importe quelle équipe. Et donc si on arrive par malheur à aller en playoff, attention, c'est pas dit qu'on se fasse sortir au premier tour. C'est peut-être aussi probable, hein. Mais si on passe un tour, qu'on prend une forme de confiance en demi-finale, t'es pas à l'abri, sur un match, en demi-finale, qu'on tombe contre les Vikings ou le Surge, vous n'allez pas me faire croire que sur les 2 matchs qu'on a joué contre eux en saison régulière, en tout cas pour le Surge, vous n'allez pas me faire croire on se dit pas, on sort pas les 2 matchs en se disant, ouais, vas-y, il est impossible qu'on batte le Surge. Non, rien n'est impossible en playoff. Non, totalement. Donc, et pareil, regardez comment on a été mauvais face aux Vikings, et au final, on perd que de 7 points. On a le ballon pour tuer le match à 5 minutes de la fin du match. Donc, malgré tout, en n'étant pas bon, on est une équipe qui reste dangereuse. Donc, attention au Paris, attention quand même à Paris si on arrive en playoff. Parce qu'on a un potentiel énorme, et ça, on l'a toujours dit, il y a un potentiel à Paris. Si tout se met en place correctement avec les qualités individuelles de chaque joueur, que ce soit offensivement ou défensivement, si tout se met en place, là, oui, je te rejoins, mais à 200%, ouais, effectivement, on peut taper tout le monde. Et ça, on l'a toujours dit. On n'est pas, mais il faut que tout se mette en place. Voilà. Exactement. Le problème, c'est que voilà, tu joues à pile ou face. Si ça tombe du beau côté, tant mieux. En fait, c'est là où, tu vois, sur tous les points qu'on dirait, est-ce qu'il n'y a pas justement un dysfonctionnement coach-joueur, c'est là où je me dis, est-ce que ce coaching staff ne connaît pas encore vraiment la réelle profondeur de ce roster? Tu vois, quand nous, on connaît des Kandar, des Liam Ward, des Kevin Mwamba, des Sheikh Ousso que tu as vu l'année dernière qui faisait des trucs bien avec Zach Edwards. Et justement, avec la construction de cette équipe, de ce roster, avec la off-season, est-ce que ça n'a pas. Tu vois, en reparlant en début de saison, l'arrivée tardive de Mitchell en training camp, est-ce que justement, tu es dans la période d'adversité où, en plus d'avoir des blessés, tu as raté là ta victoire de leader de division, donc tu vas jouer la qualif playoff, tu ne maîtrises pas trop la profondeur de ton roster, c'est un peu gênant. Il n'y aura pas justement ces problèmes-là, tu vois, contre le Mercenaries et les Centurions, parce qu'on va leur remettre 60 points et qu'on manque un peu justement de match. Le match référence, il a eu lieu, il y a eu le déclic offensif, mais encore une fois, on a un calendrier qui fait que c'est un des plus durs, mais les 2 prochains matchs mêlés à la prochaine bye week, non. Mais d'un côté, moi, je préfère ça. Sens. Mais autant justement sur les prochains matchs, peut-être commencer à. Tu arrives en red zone, tu balances le ballon à Liam Ward, tu balances le ballon à Florian Larose. Tu lances des touchdowns à Larose et Liam Ward sur les 2 prochains matchs. Fais ça. Ouais, totalement. Mais oui. Joue avec le prochain match, tu dis, OK, je vais lancer des touchdowns à Larose et Ward, et ça t'aidera, je pense, pour le Viking. T'arrêtes les gains moyens de 15-20 yards et tu joues sur du short passing game et puis tu vas voir. Surtout que là, ce qui est intéressant pour les 2 prochains matchs, c'est qu'avec toutes les signatures qu'on a, alors peut-être
de tête, surtout les dernières. Je vais parler des dernières signatures. On a Judson Saint-Louis, on a Jason Bofunda, on a Noah Badibanga. Ouais, qui a De joué, tête, d'ailleurs. Il y a une on grosse a- passe qui fédéré. est tentée sur Badibanga, là, une third and long. Et justement, il est- tu vois, tu fais bien d'en parler, Julien. Il a eu Ouais. pas mal de snaps Il y a pas mal de snaps, ouais, Badibanga. Moi, hier. j'aime bien. Et là, les deux matchs qui doivent servir, c'est à les mettre ces mecs-là Ouais. sur le terrain, à les développer un petit peu. Et je serais pas surpris que tu vois un Noah Badibanga et sa carte à jouer un peu Ouais. plus tard dans la saison. Ouais, parce que Un joueur intéressant à suivre. Pareil pour Judson. Judson qui est un running back qui est ultra qui est un retourneur de malade. et Moi, qui est ultra rapide. je sortirais Mitchell du retour et je mettrais un peu justement Ouais. Judson. il y a un retour là, c'est So qui le fait, je crois. Le retour de deuxième mi-temps, justement. Et toi, t'aurais peut-être pu tenter juste sur un retour de deuxième mi-temps de mettre Judson. Mais ouais, tu vois, mais. Judson, lui, il est par rapport à Kandar, qui est un running back un peu moins rapide, un peu plus dur au mal, entre guillemets. Judson, lui, il va, pour changer un petit peu de pace, comme on dit en anglais, tu mets un Johnson sur une outside zone, sur un jeu où il va faire parler sa vitesse. Et il peut être intéressant à ce niveau-là aussi, tu vois. Jason Bofunda, bon, on l'a vu en fin de match, mais Noah surtout. Noah, à mon avis, attention, il pourrait être intéressant dans cette fin de saison, surtout si Hugo Tekedam n'est pas exploitable, entre guillemets. Ouais, puis c'est bien, on met un joueur du Flash et des Black P ensemble dans la même offense. Nous, on a pas mal suivi la DA. C'est Bah marrant, oui. tu sais, c'est un peu. C'est ça qui est beau. T'es content de voir ça, quoi, c'est marrant. Ouais. Moi, je suis content de voir quand tu vois Liam Ward prendre beaucoup de reps, tu vois tout ça. Genre. Et c'est vrai que ce que tu disais, Jules, tout à l'heure, on s'est posé la semaine dernière la question de l'utilisation de Florian Larose. On l'avait dit, maintenant qu'on a récupéré Liam Ward, que tu as quand même 2 tight ends de très haut niveau, de très haut standing. Et là, on a revu encore Florian aligné en tight end sur 2-3 reps. Je l'ai vu, pas aligné en receveur. Pour moi, ça doit être son poste. Hein. Pour moi, il a un physique de tight end. Après, à lui de se développer. Mais regarde les premières années, quand il était les 2 premières années où il flambe, il n'est pas du tout aligné à ce poste-là. On est d'accord. Mais là, il y a du monde. Il y a du monde à sa place. Là, il y a du monde en tight end. Moi, justement, avoir 3 tight ends de cette qualité, ça doit être un plus et pas autant. Ou alors tu les sollicites et pas uniquement en tant que bloqueur et de renfort. Ouais, parce que c'est là où tu as la richesse, tu vois. Edwards, il aimait bien balancer des ballons à la rose, en 2-minute warning, va chercher le first down, on avance, on n'a plus de time-out, la vie ou la mort, c'était ça. Il y a une question intéressante dans le chat, là. Bonsoir. En parlant des mercenaires. Je la mets. Vas-y, ouais, mais là, vas-y. Mais je la lis pour les gens qui en voiture. Vas-y, lis-la. Faudra retravailler l'orthographe de ton prénom, Olive. Là, c'est 0 sur 20 sur l'orthographe de ton prénom. Oh, le prof. Il a sorti la casquette, là. Ça y est, le mec. Bonsoir. En parlant des Mercenaries, mettre Tekedam en QB sur une mi-temps pour qu'il nous le casse alors que c'est un White, le receveur 1. Bon, ok, peut-être Mitchell, mais la connexion marchait bien avec Jalen, c'est quand même dommage. Dommage qu'on en ait. Dommage qu'on n'ait pas de QB3. Ouais, alors, mettre. Tekedam, de toute façon, c'est le QB2. Donc, moi, je trouve que c'était intéressant de le mettre face aux Mercenaries. Par contre, éviter les jeux de course QB. Tu vois, juste les jeux de passe. Et voilà, c'est tout. C'est le QB2. Il faut aussi permettre à Jalen de se reposer. Tranquille, il a fait son boulot en première mi-temps. Il a mis 40 points. Tu peux faire entrer Hugo. Moi, je vois pas en soi le problème. Alors, bien évidemment, c'est malheureux parce que là, depuis ce match-là, en effet, Hugo semble diminuer physiquement. Mais sinon, ouais, pour moi, sur le principe, c'est pas dérangeant. Quoi. Non, c'est pas dérangeant. Tu as quand même une rotation qui peut être aussi intéressante en tant que receveur. On a une profondeur au niveau de l'effectif avec les dernières arrivées et Anthony qui revient bien, qui est bien physiquement, qui est au top, qui nous fait des gros matchs. On a du monde sur le poste de receveur. Donc, oui, et Hugo, c'était le number 1 au début de saison. Ça, c'est clair. Maintenant, si on doit s'en servir plus en QB pour reposer Jalen Anderson, ça pose pas de problème. De toute façon, sur les 2 prochains matchs, ça risque d'arriver. Alors, après, est-ce que tu vois, parce que c'est un dilemme de dire, ouais, tu vas jouer les plus mauvaises équipes de la ligue, il faut leur mettre 60 points pour que le match aille au bout, mais en fait, est-ce que tu ferais pas mieux le dessus de Jalen et tu fais rotation avec les running back? C'est tout, Hugo prend pas de reps, ton QB2, il aura le temps de s'entraîner au pire à l'entraînement, et puis c'est tout. C'est un dilemme aussi, hein, c'est un peu chiant de se poser des questions en saison régulière, hein, t'as pas envie. Logiquement, si tous les matchs sont compétitifs, c'est ton QB1 H24, quoi. C'est ça. On risque de le perdre, mais. Oui, voilà, de toute façon, toi, les entraîneurs ont perdu leur QB.
est-ce que tu peux te permettre d'un côté, est-ce qu'on peut le voir aussi par rapport à ce qu'on disait avant, est-ce que tu peux te permettre de faire tourner tout en sachant que tu as des problèmes justement dans ta construction, parce qu'on va redire construction, j'aime pas ce mot-là, dans ta construction offensive. Est-ce que tu peux te permettre de faire tourner? Est-ce que tu n'as pas besoin plutôt d'avoir des certitudes et d'aller chercher des choses? Ouais, des certitudes, parce que tu vois, quand je réclame plusieurs fois dans le podcast plus de jeux sur Kevin Mwamba, ce qu'on voyait bien en début de saison, qui est le moment où justement tu te rôdes, et que peu importe, tu vas jouer une mauvaise équipe ou une playoff contender sur ces 5-6 premières semaines, c'est toujours bien que ces gars aient ces jeux, mais autant encore plus leur redonner, même contre les équipes mauvaises, à plus de la moitié de la saison, pour continuer à ce qu'ils catchent ces jeux et qu'ils ne se retrouvent pas à le faire quand il a 3 top défenseurs du search sur la tronche, quoi. C'est tout, quoi. Ça fait un peu la dernière fois qu'on a donné le ballon, c'était il y a un match et demi, il y a 5, 6, 8 cartons. Et là, manque de peau, tu l'envoies quand il a une grosse couverture défensive sur la tronche, quoi. Ah bah, et puis la passe, elle est un peu haute sur lui en plus. Hein. Je crois que il est souvent en retard. Mais ouais, on a fait déjà 1h15, je vais pas rajouter 1h15 à dire. On pourrait en parler. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des choses à dire. Ouais, tu vois, enfin, on est autant à dire, les prochains matchs donnent des touchdowns au backup, mais ouais, en fait, c'est autant logique de renforcer ton attaque principale sur les prochains. Mais leur 70-80-0, comme le Serge qui met 88-7, c'était qui au Centurion? Fais ça, c'est tout. Ouais, mais montre-nous quelque chose. Ouais, moi, c'est pour ça que ça me surprendrait pas qu'il fasse pas tourner. Tout à fait. Bon, alors oui, Olive, on a parlé un peu de l'arbitrage. Après, parler de l'arbitrage, ça fait un peu aussi, c'est un peu une technique de loser. Ouais, c'est se cacher derrière des choses, parce que on a été clairement moins bon que le Serge. Ouais, il n'y a pas. Niveau saisie, je peux te jurer qu'on est aussi nous pas flagués. Parce qu'il y en a une, le pauvre, je vais le dire parce que je l'ai vu cette action-là, c'est quand Florian rentre, il fait un bloc, il fait pas un bloc, il serre le défenseur et il le plaque. Et elle n'est pas flaguée, celle-là. Elle n'est pas flaguée. Donc, il y a eu des choses très litigieuses. J'avoue que l'arbitrage, on n'y comprend rien. De toute façon, on est les premiers à rien comprendre de ce qui se passe. La logique, il n'y a pas de logique dans l'arbitrage. On parlait en élite, nous, avec l'afterfoot, que justement, il y avait un problème de continuité entre l'équipe du Sud, de cohérence entre l'équipe du Sud. Et là, tu n'as pas de cohérence du tout. On ne comprend rien. Moi, je pense que j'ai arrêté de chercher. Hein, parce que. Voilà. Écoutez, sur ces belles paroles, on va clôturer le pod. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci à tous. Notamment Olive qui est arrivé en retard, Nico, je crois que c'est Thibaut. On a notre ami Grislam, bien évidemment. Grislam, s'il n'est pas là, ça me dérangerait pas. Les mecs débiles, s'ils ne peuvent pas tenir. Il n'avait rien dit. Pourquoi tu me cherches? Oh non, il était gentil, Grislam. Oui, il était gentil. Est-ce qu'on peut pas plutôt mettre des tacles à Flav qui est en vacances à la rigueur? On peut faire chier Flav, il n'est pas là. Il est où le staff des playoffs, les gars? Ouais, c'est ça. Oui, t'as c'est fait, t'as ça foutu là, t'as fait ce jeune. Ils sont obligés de nous appeler. Les mecs, je vous dis, s'il vous plaît, parce qu'on est en problème, on est en vacances, machin, en tout cas, on vous donne rendez-vous samedi pour ceux qui sont au stade. Allez, déplacez-vous à Bondouf. C'est important de soutenir malgré tout cette équipe de Paris. Olive, si vous êtes au stade et que vous rencontrez quelqu'un de The Playoff, que ce soit Flav, que ce soit Charles, que ce soit Julien même, ou quelqu'un, n'hésitez pas à venir nous voir. On est toujours content d'échanger avec vous et de prendre des photos. Ça, c'est toujours un vrai plaisir. Mais en tout cas, en attendant, on aura le podcast NFL, le Tailgate NFL qui va sortir. Alors, je crois qu'il sort le jeudi matin. Sinon, ça, c'était pour les rendez-vous foot US. En attendant, un grand merci à Stéphane, à Flo et à Julien. Et puis, on vous dit de prendre soin de vous et rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure, pour le débrief. Alors, du match inintéressant que Paris va jouer face au Centurion de Cologne. Centurion, ouais, samedi. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et sur ce, peace. Salut. Ciao.